Les guerres médiques se terminent en 480 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et ce 5e siècle sera le siècle le plus prestigieux de la Grèce, et notamment d'Athènes, on l'appellera le siècle de Périclès. Périclès est né à Athènes dans une excellente famille en 495 avant Jésus-Christ. Il avait donc 15 ans au moment de la bataille de Salamine. Et il allait gouverner Athènes pendant environ 30 ans, de 461 jusqu'à sa mort en 429. Il s'occupa d'améliorer la démocratie athénienne, notamment en favorisant le tirage au sort de certains magistrats. Toutefois, on peut se demander si ce tirage au sort de certains magistrats ne favorisait pas son pouvoir personnel, car il favorisait l'accession aux magistratures de personnalités peu connues et donc peu susceptibles de lui faire concurrence. C'était peut-être donc intéressé. Et de fait, Périclès gouverne avec une grande énergie, et notamment il élimina les oppositions, et surtout il soumit les alliés d'Athènes qui étaient réunis depuis 477 dans la Ligue défensive de Délos. Cette ligue avait été constituée pour résister aux Perses, la guerre était finie, la Ligue continuait, non plus pour protéger la Grèce, mais pour soumettre la Grèce au pouvoir d'Athènes. Et Périclès mata avec violence toute rébellion. Et cette manière de gouverner de Périclès, naturellement, entraîna des conflits au sein de cette ligue de Délos et de toute la Grèce. Ce seront les deux guerres du Péloponnèse. Et Périclès, à Athènes, s'occupa de mener de grands travaux qui avaient été commencés par Thémistocle. Notamment, il fit achever les longs murs qui reliaient Athènes à son port, le Pirée. Et puis, avec l'aide de Phidias, il fit reconstruire l'acropole et édifier un nouveau Parthénon, l'ancien ayant été démoli. C'est lui qui fit aussi construire les Propylées. Mais Périclès, comme tout à une fin, mourut de la peste qui frappait Athènes en 429 avant Jésus-Christ. C'est au début de la deuxième guerre du Péloponnèse. Et bien entendu, Périclès n'était pas le seul grand homme d'Athènes à l'époque du siècle de Périclès. Il y en avait bien d'autres, et notamment beaucoup d'auteurs, en particulier d'auteurs de théâtre. Il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y a pas d'imprimerie, les livres sont extrêmement rares, la littérature est très souvent orale. Les grandes épopées et les poèmes sont chantés, récités par les aèdes, et les gens ne les lisent pas, ils les entendent. Et voilà aussi pourquoi le théâtre a une très grande importance dans la littérature grecque. Et dans le théâtre grec, il y a un chœur qui raconte toute l'action, celle qui ne se passe pas sur scène. Et d'autre part, les acteurs portent des masques qui symbolisent le rôle qu'ils jouent, qui permettent de mieux voir les expressions et qui servent aussi de porte-voix. Bien que les théâtres grecs soient conçus de manière à ce qu'on puisse entendre la voix des acteurs depuis les derniers gradins. Alors dans le théâtre, il y a bien entendu la tragédie. Un des grands tragédiens, c'est Échille, qui raconte notamment dans sa tragédie Les Perses, la bataille de Salamine, mais avec l'originalité de se placer du point de vue des Perses. Et il y a bien entendu aussi Sophocle, qui est l'auteur d'Antigone, cette grande tragédie qui oppose le devoir sacré contre la raison d'État, Antigone contre Créon. Il y a aussi Édipe roi et Électre. Toutes ces tragédies et d'autres font partie du cycle des Atrides. Les Atrides, c'est une famille marquée par un terrible destin. Et il y a enfin Euripide. Et du côté de la comédie, il y a le célèbre Aristophane qui écrivait des comédies dans lesquelles il se moquait des mœurs et des habitudes de ses concitoyens grecs. Les plus célèbres, ce sont les grenouilles et aussi les guêles. Et ce sont les historiens grecs qui ont commencé à faire la différence entre l'histoire et la légende, et notamment celui qu'on appelle le père de l'histoire, c'est-à-dire Hérodote, qui préconisait de recouper, de comparer les récits et les sources. Vous savez que l'histoire se raconte, évidemment tout le monde qui a vécu un événement le raconte à sa façon, il faut confronter les points de vue, les documents, pour arriver à établir la vérité historique. Et Hérodote raconte notamment les guerres médiques, mais il était aussi géographe et au retour de ses grands voyages, eh bien, il adressait la liste des 7 merveilles du monde antique. Thucydide, quant à lui, avant d'être historien, mais était acteur de l'histoire, puisqu'il avait été stratège d'Athènes, et c'est lui qui raconta la guerre du Péloponnèse. Et enfin Xénophon, qui avait été un élève du philosophe Socrate, était un mercenaire au service de la Perse. Il y avait une guerre civile en Perse, entre deux prétendants au trône, et 10 000 mercenaires grecs avaient été recrutés pour faire cette guerre. Xénophon en faisait partie, et il raconte la retraite de ces 10 000 qui remontent dans le pays pour arriver jusqu'à la mer, et lorsqu'ils y parviennent enfin, ils poussent ce cri de joie, « Thalassa, Thalassa », c'est-à-dire la mer. Et Xénophon raconta également la suite de la guerre du Péloponnèse. Et en Grèce, au 5e siècle, il y a bien entendu des philosophes, et le plus connu de tous, c'est bien entendu Socrate, qui n'a rien écrit, mais sa pensée a été rapportée par Platon dans des dialogues.
car Socrate ne donnait pas des cours magistraux, il enseignait ses élèves en leur posant des questions et en répondant à leurs questions, dans un endroit qui s'appelait l'Académie. Et comme souvent ces philosophes et leurs élèves marchaient de long en large, en parlant, comme on le fait quand on a un téléphone sans fil, eh bien on les appelait les péripatéticiens, ce qui veut dire en grec des gens qui marchent de long en large. La devise de Socrate, c'était « connais-toi toi-même », en grec « gnotisséoton ». Et l'un des dialogues les plus importants de Platon qui rapporte la pensée de Socrate s'appelle « La République ». C'est aussi dans ce livre qu'est donnée la description de l'Atlantide, que d'ailleurs Platon ne situe pas près de la Crète, mais au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique. Les colonnes d'Hercule, c'était le nom à l'époque de ce qu'on appelle le détroit de Gibraltar aujourd'hui. Mais Socrate fut accusé de pervertir la jeunesse et condamné à boire un poison, la ciguë. Et il le but tranquillement, il n'a jamais pu révéler si c'était savoureux ou non, mais en tout cas il est mort tout en continuant de philosopher. C'est ce qu'il avait fait toute sa vie, il ne savait peut-être rien faire d'autre. Et après Platon viendra au siècle suivant un autre philosophe. Les deux sont les deux grands pôles de la philosophie antique et même de la philosophie, donc Platon et Aristote. Aristote sera le précepteur d'Alexandre et il développera une philosophie beaucoup plus réaliste, alors que Platon peut être qualifié de philosophe idéaliste. Et en fait, ce 5e siècle, avant Jésus-Christ, sera le seul vraiment grand siècle de la Grèce, en tant que nation. Elle tombera très vite dans la décadence, mais tout cet héritage intellectuel, qui est beaucoup plus vaste que je ne l'ai dit, il y a aussi les mathématiciens, les astronomes, les physiciens. Tout cet héritage appartient à l'humanité entière, et notamment à notre civilisation, il continue d'exister jusqu'à nos jours.